Bonjour à tous, chaque mardi, Connect, l'émission de tous les objets connectés, une demi-heure pour poser vos questions à nos invités. C'est une émission connectée également. Alors, aujourd'hui, on va parler de tennis parce que, bien sûr, la raquette de tennis se connecte également. J'ai le plaisir, pour parler de ce sujet, de recevoir David Gir. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes tennisman, oui. Déjà, ancien champion de Bretagne. Il faut rendre à César tout ce qui lui appartient. Directeur commercial France de Babola, une société bien connue de tous les fans de tennis et même au-delà, une marque mondiale. Qui a une icône, Rafael Nadal, joue avec des raquettes Babola. Vous travaillez dans cette entreprise depuis 14 ans et depuis un peu plus d'un an maintenant, ça a commencé avec le marché américain, vous avez décidé de connecter les raquettes. Tout à fait. Alors, on va commencer par essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que vous avez introduit dans cet objet qui ressemble à une raquette traditionnelle? Alors, c'est une raquette traditionnelle, c'est une raquette intelligente dans laquelle on a intégré des capteurs dans le grip de la raquette. Donc un capteur, un gyroscope et un accéléromètre qui permettent, après l'allumage de la raquette, qui s'allume sous le manche. Je vais vous montrer. Voilà, il y a un petit bouton play. Voilà. Une fois qu'on a allumé la raquette, donc vous avez un petit bouton bleu qui permet en tout cas d'enregistrer toutes les données de jeu, c'est-à-dire votre type de frappe, votre puissance de frappe, votre temps de jeu, votre centrage de balle, donc qui permet d'avoir des informations tangibles. Tous les paramètres qui servent à bien jouer au tennis. Tout à fait. C'est la première fois en tout cas qu'on a des données tangibles avec sa raquette de tennis. Alors, la difficulté, c'est de faire une raquette qui ne soit pas trop lourde ou déséquilibrée, enfin qui change de la raquette qu'on a l'habitude de prendre en main. Tout à fait. Un des challenges, en tout cas, au niveau de l'entreprise, c'était réaliser le même type de raquette, c'est-à-dire entre une raquette non connectée et connectée, avoir les mêmes paramètres, c'est-à-dire le même poids, le même équilibre. Comment vous avez réussi ça? Vous avez retiré une partie du manche? On a lesté en fait une partie, il y a du lest dans une raquette de tennis, donc on a enlevé cette partie qui permet de lester la raquette et on a introduit des capteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et une batterie aussi qui permet en tout cas d'avoir ces informations. Au final, ça fait une différence de prix entre une raquette traditionnelle et une raquette connectée? Sur un produit comme l'Aero Pro Drive, donc qui est la raquette qui est jouée par Rafael Nadal, on est sur un positionnement prix aux alentours de 220 €, et sur une raquette connectée, on est à 350 €. Donc on double presque. Presque, tout à fait. Est-ce qu'on joue mieux? Est-ce qu'on joue mieux? Ce n'est pas une raquette qui permet de mieux jouer, mais c'est une raquette en tout cas qui permet d'avoir des informations sur son jeu, ce qui est une première, donc qui permet en tout cas d'historiser ses sessions, de progresser, c'est-à-dire de se comparer par rapport à sa session précédente. De voir si on a des défauts ou des faiblesses? Oui, ça permet aussi de voir si la puissance s'est améliorée, si mon centrage de balle s'est amélioré, donc ça permet de comparer des sessions. Ou détérioré. Par exemple, vous qui êtes classé, ou qui avez été, est-ce que vous avez appris des choses en vous connectant? Oui, forcément, puisque précédemment, à part un papier et un crayon et un coach sur le bord du terrain qui permettait d'avoir ces informations, et ce n'étaient pas des données fiables, aujourd'hui on a des données tangibles, fiables, qui n'existaient pas précédemment. Donc ça permet de savoir où on centre sa balle, sa puissance de balle, donc c'est des informations qu'on n'avait pas précédemment. Donc vous avez lancé ça sur le marché américain, puis en Europe, il y a un peu moins d'un an. Comment ça marche, ce démarrage? Très bien, on a eu, c'est une innovation sur le marché du tennis, c'est une première mondiale, c'est la première raquette de tennis connectée au monde qu'on a lancée en Europe en mai 2014. Vous en vendez combien? On ne communique pas sur le chiffre de raquettes vendues, par contre aujourd'hui on est sur 45 millions de frappes, 150 000 heures. Donc il y a quelqu'un qui tape beaucoup dans la balle ou vous en avez vendu déjà un paquet? Aujourd'hui, on a une communauté qui s'agrandit de jour en jour, une communauté autour de Babola Play. Tous les gens qui achètent la raquette ou qui se font prêter la raquette et qui téléchargent l'application. Donc qui s'appelle Babola Play, Android et Apple. Tout à fait, c'est exactement. Oui, tout à fait. Et ça permet donc de s'améliorer soi-même, de jouer, de se dépasser soi-même.
mais aussi de se mesurer à d'autres. Oui, tout à fait, puisque quand vous rentrez dans une communauté Babola Play, donc tous les acheteurs en tout cas de cette raquette Babola Play, enfin ces raquettes, puisqu'aujourd'hui on a 4 raquettes, une offre connectée qui se compose de 4 raquettes, ça permet de se comparer aux autres. Alors aux autres, c'est qui? C'est mon copain du week-end, hein, avec lequel je vais pouvoir me challenger, ou nos joueurs comme Rafael Nadal qui évoluent aussi avec cette raquette connectée. Donc si je vous suis bien, on peut comparer par exemple son coup droit avec celui de Nadal? Tout à fait. Permet de comparer en tout cas son centrage de balle avec Nadal, sa puissance de frappe avec Nadal. Donc on peut comparer son jeu avec les plus grands champions. Il va faire Roland Garros avec une raquette comme ça cette Tout à saison? fait, il va jouer en Roland Garros 2015 avec une raquette connectée, puisque depuis janvier 2014, c'est la 31e règle du tennis, hein, on peut jouer avec une raquette connectée dans le cadre de compétitions internationales. Et donc on verra son Roland Garros de façon connectée aussi, on aura accès à ses datas? Alors c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement en tout cas avec les équipes de Roland Garros, avec Rafael Nadal, pour pouvoir communiquer en tout cas ces données. Mais c'est quelque chose que vous souhaitez il est plutôt favorable d'ailleurs à communiquer ces données d'entraînement ou de match. Alors ceci dit, ce n'est pas des données de temps réel. Hein. Il faut, comme pour les montres connectées, il faut après se connecter avec sa prise USB à son ordinateur. Tout à fait. Alors le plus simple, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on avait un petit bouton bleu qui permettait d'allumer sa raquette, et quand vous mettez une pression un peu plus forte sur le bouton d'en dessous, vous avez un bouton de couleur mauve qui dit qu'aujourd'hui vous allez transférer vos données vers votre smartphone. Donc c'est via Bluetooth. Bluetooth, d'accord, sans fil. Sinon, voilà, tout à fait. Ou sinon, l'autre possibilité, puisque vous ouvrez une petite trappe, vous avez un port USB qui permet de se connecter via votre PC. Et de recharger aussi, tout parce à fait. que ce sont des objets qui nécessitent de la batterie. Voilà. Combien de temps on peut jouer sans la recharger? Alors tout dépend si vous synchronisez régulièrement ou pas, mais de manière classique, on est sur 8-9 heures de jeu. Donc ça vous laisse largement le temps en tout cas de faire un entraînement ou un match. L'idée derrière, c'est de faire un produit qui soit fun. Bon, il y a la techno, hein, mais ce n'est pas la techno pour la techno. L'idée, c'est de reséduire aussi une certaine cible de joueurs ou de non-joueurs. Tout à fait. Nous, on est une marque en tout cas qui s'adresse aux joueurs de tennis, à tout type de joueurs de tennis. Et l'idée, en tout cas, à travers ce produit, c'est rendre aussi ce sport du tennis un peu plus fun, le rendre, en tout cas, c'est une démarche qu'on a de le rendre plus accessible, plus facile, plus fun. Voilà, parce que c'est un marché qui est en érosion quand même. Hein. Oui. Il y a moins de licenciés maintenant en France qu'à la belle époque, les années 80-90. Tout à fait. Aujourd'hui, on est aussi dans il y a des concurrences entre les sports. Aujourd'hui, dans les activités sportives, le tennis est un sport. Alors, c'est le premier sport individuel en France, hein, donc ça reste. C'est plus d'1 million de licenciés, mais c'est un sport qu'il faut continuer en tout cas à dynamiser, même s'il y a de la présence au niveau des télés, où on a la chance d'avoir un grand tournoi comme Roland Garros en France. On est dans une activité qui connaît une érosion. Et donc, c'est quoi l'accueil en fait quand on met une raquette connectée comme ça, avec des joueurs qui sont d'une nouvelle génération, ils vont se concentrer sur leur appareil de téléphone? En fait, on a différentes approches, puisque les joueurs vont trouver certains vont être dans l'aspect progression, donc vont être plutôt dans l'analyse brute des données et se dire tiens, il faut que je tape plus fort, il faut que je centre mieux ma balle. Et d'autres personnes, alors ça dépend peut-être aussi des âges, vont plus être concentrés sur l'effet communautaire, donc se challenger par rapport à, comme je disais, ses copains. On peut publier sur Facebook après son match. Alors on peut aussi publier sur tous les réseaux sociaux, en tout cas ses performances. Et donc c'est vrai que chacun y trouve quelque part son intérêt. On a aussi tout un aspect gamification, c'est-à-dire on a des stades, des jauges à remplir, on est vraiment dans l'aspect jeu vidéo, qui permettent de franchir des steps. Donc on est dans la pratique, plus on joue, plus on monte dans la communauté. Donc c'est addictif aussi. Oui, tout à fait. On a même un classement mondial. En fait, c'est le même principe que pour les chaussures de running, de jogging, hein, qui sont connectées, où on peut se lancer des défis, vivre au milieu de sa communauté. Tout à fait. C'est aussi un enjeu économique important pour une entreprise comme la vôtre. C'est 350 collaborateurs, tout à fait, oui. 150 millions de chiffre d'affaires, un marché, on l'a dit, qui en volume stagne ou décroît. Donc il faut recréer de la valeur, et l'innovation que vous proposez, c'est une façon aussi de recréer cette valeur. Oui, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Hein. Babola est né en 1875. Aujourd'hui, on est l'inventeur de la corde de tennis. L'idée, c'est toujours innover, aller plus loin et essayer de bousculer un petit peu les standards du marché. Mais c'est
C'est important parce que c'est notre vision, c'est une vision connectée à horizon 5-10 ans. L'ensemble de nos gammes seront connectées. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de raquettes non connectées. On pourra tout plus à fait. avoir une vieille tout à fait. raquette. Alors, oui, tout à fait. L'idée, c'est d'aller, on va dans ce sens-là. À 100%. Oui. Une entreprise, donc vous le rappeliez, hein, née au 19e siècle, 5e génération de Babola qui la dirige, entreprise familiale, née dans la charcuterie, puis les cordages. Cordes de musique. Cordes de musique, absolument. C'est comme ça que vous êtes arrivé à la raquette. Vous avez d'autres activités, à part les raquettes de tennis? On s'occupe principalement du tennis, c'est-à-dire la raquette, le cordage, la chaussure, le textile. Et puis après, on a d'autres activités comme le badminton, qui est aussi... Qui est connecté aussi ou pas encore? Pas encore. Mais c'est l'étape d'après, logiquement. Tout à fait, tout à fait. On réfléchit en tout cas aussi au badminton, puisque si on a intégré des capteurs sur une raquette de tennis, on y viendra sur le badminton. Et qu'est-ce que vous voyez comme taux de conversion finalement de ce marché connecté? Est-ce que ça va mettre du temps? Est-ce que ça va aller vite? Moi, je parle souvent de virage connecté. On est aujourd'hui dans l'éducation. Aujourd'hui, on est au tout début? Oui, on est au début. Je pense que ça va prendre du temps. C'est pas que ça soit compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est des formations auprès des équipes de vente. Ça coûte pour plus ma cher, part, on l'a sur vu. la France. C'est aussi un réseau de magasins qu'il faut accompagner, qu'il faut former. On peut l'acheter partout? Non, c'est un réseau, on est dans un réseau, ce qu'on appelle premium, un réseau sélectif. On s'est concentré sur 260 magasins en Europe. Voilà, on a une ouverture de magasins, mais qui est progressive, puisque on souhaite en tout cas accompagner au mieux les magasins et que le produit qui soit un produit premium soit en tout cas revendu le mieux possible. Vous nous avez apporté une vidéo, enfin celle qui tourne sur votre site, que j'invite les internautes à découvrir s'ils veulent la revoir sur votre site, Babola. On va la regarder ensemble, je vous laisse nous la commenter. On voit justement un peu cette appli et les fonctionnalités de celle-ci. Bon, alors on a bien sûr des joueurs de tennis, des belles images, mais derrière on va voir en effet toute la connectivité. Je vous laisse nous... Ça fait partie de cette pédagogie? Oui, tout à fait. En tout cas, l'idée, ce type de communication, déjà, on n'a pas pris en tout cas nos égéries. On a des joueurs, j'allais dire loisirs, en tout cas qui frappent la balle. Et après, l'idée, c'est de... Ils frappent bien déjà. Hein. Qui frappent bien, ouais. Mais en tout cas, c'est l'idée de faire comprendre en tout cas la valeur ajoutée de ce type de produit. Donc on a vu se défier soi-même, progresser. Oui. Ça, c'est les premiers éléments. On n'est même plus obligé de faire un match. On peut faire un match à distance. Imaginons que mon meilleur ami avec qui je jouais tous les week-ends parte à Shanghai. On va même prendre une autre image. Un coach qui entraîne plusieurs joueurs et qui ne peut pas suivre ses joueurs aujourd'hui à travers tous les tournois. Il peut suivre à distance, en tout cas, les résultats des matchs. Ça devient comme la Formule 1 finalement. Il est dans son stand et puis il peut... C'est surtout que sur des joueurs un peu plus compétition, on donne des directives. On peut voir à distance si les directives sont suivies, si on ne peut pas suivre tout le monde. Donc c'est intéressant. De toute manière, aujourd'hui, quand aujourd'hui on adopte une raquette connectée, je pense qu'on ne peut pas revenir sur une raquette non connectée. C'est quoi le triangle là qu'on a vu passer? En fait, c'est un pulse, c'est la cartographie du joueur. C'est un classement mondial. Ça permet en tout cas tous les gens qui rentrent dans la communauté Babola Play ont un classement avec la technique, la puissance, l'endurance. Ça permet d'avoir un classement mondial. Vos concurrents, ils se mettent à la raquette connectée aussi? Alors pour le moment, on est les premiers. J'espère même qu'ils viendront, parce qu'on n'a pas vocation à rester tout seul, en tout cas sur un marché du tennis, et qu'ils viendront nous accompagner et puis crédibiliser. Il n'y en a pas encore sur le marché qui ont lancé de Non. Aujourd'hui, on est les premiers. En tout cas, Cocorico aussi, c'est aussi de la French Tech quelque part. Oui, tout à fait. C'est une innovation française, même si on se considère aussi comme français, mais aussi international, comme je disais tout à l'heure. On est présent dans plus de 150 avec des racines lyonnaises. D'un point de vue technologique, ça a été compliqué comme développement, comme mise au point? C'est 10 ans de recherche. Ah oui, quand même. Oui, donc on a commencé, j'ai pas le prototype ici, mais... Il n'y avait pas ces technologies il y a 10 ans? Non, il n'y avait pas, justement. Les petits gyroscopes et autres? Oui, on avait pensé à pas mal de choses. Au début, sur les premiers prototypes, il y avait quelques fils qui pendouillaient et qui venaient se connecter sur la raquette, puisqu'au début, on avait plutôt pensé aussi aux cordes, parce que c'est une approche aujourd'hui qu'on est parti sur les capteurs, mais on a pu partir sur des capteurs aussi, parce que les technologies ont évolué et continuent à évoluer.
Et donc 10 ans de recherche et oui, ça a été un gros poste de Oui, investi. Tout à fait. C'est d'investissement pour une entreprise. En tout cas, dans l'approche R&D, c'est important. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes les premiers, hein, si vous êtes parti il y a 10 ans. Oui. Oui, bah, en tout cas, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise d'innover et de bousculer en tout cas le marché. On fait que ça, donc on essaye de bien le faire. Vos joueurs professionnels, ils acceptent facilement? On a vu Nadal qui est prêt. Aujourd'hui, oui. Alors, pour parler des plus connus, on parle de Rafael Nadal, on parle de Caroline Wozniacki. Après, il y en a d'autres. L'idée, c'est enfin, en tout cas, convaincre. Mais je pense qu'on y arrivera. Tous les joueurs seront à un moment connectés. Et vous pensez que c'est une tendance qu'on va avoir dans le sport, sur tous les sports, cette tendance à la connexion? C'est de la connexion, vous en avez parlé tout à l'ure, sur le running, on a des puces dans les chaussures, où on a un bracelet, une montre au niveau du poignet pour mieux se connaître, en tout cas pouvoir se challenger, pouvoir communiquer avec ses partenaires. Donc c'est vrai que c'est des évolutions, que ce soit pour nous dans la raquette des tennis, dans la chaussure, dans le textile. En tout cas, oui, on va vers le tennis du futur sera connecté. Et ça va peut-être faire sortir les jeunes enfants qui aiment plutôt les jeux virtuels à revenir au tennis réel. Ouais. C'est ça l'ambition? Alors, c'est l'ambition. Alors, c'est vrai qu'on a démarré, nous, pour le moment, sur une raquette adulte, j'allais dire. On vient sur une approche avec des gammes un peu plus légères qui vont correspondre à une cible junior. Ouais, donc là, vous cherchez plutôt le cadre qui a joué au tennis dans sa jeunesse et qui voudrait s'y remettre avec une approche techno. C'est vrai qu'on essaie de répondre à tous les joueurs de tennis, experts ou pas. Après, on est quand même sur des produits au niveau du poids qui correspondent plus à un public adulte. Donc c'est vrai que là, sur le mois de mars, on va commercialiser une nouvelle raquette qui sera ce qu'on appelle une version light, une version légère, qui va permettre en tout cas de toucher des jeunes, un peu plus de femmes. Donc ça va être intéressant de voir en tout cas le succès en tout cas de cette raquette. Bon, merci David de nous avoir présenté cette raquette connectée. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. On va accueillir la start-up de la semaine. La start-up de la semaine, Smart Me Up. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Marquenet, vous êtes business developer de cette start-up, Smart Me Up, basée à Grenoble, 8 personnes, lancée en 2012. Vous avez rejoint cette équipe il y a 1 an. Quelle est l'histoire? Comment c'est né Smart Me Up? Déjà, première question, qu'est-ce que vous faites? Alors la première chose, en effet, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on est des experts dans la reconnaissance faciale et dans l'analyse de visage. Donc on part d'une vidéo et on est capable de détecter des visages. Et ensuite, on peut les analyser, et ça, on le fait en temps réel. Donc, quand je parle d'analyse, ça veut dire qu'on peut estimer le genre d'une personne, son âge, ses émotions et son comportement. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans les smartphones, par exemple. C'est quand on prend une photo, il y a des petits carrés qui apparaissent autour des visages et puis qui vous demandent des renseignements. C'est ce même genre d'approche? C'est le même principe. Voilà, donc les appareils photo dans les smartphones ont la détection de visage. Juste la partie détection. Nous, on va un peu plus loin puisqu'on permet en plus d'analyser et d'identifier les visages. Comment c'est né donc cette histoire de reconnaissance faciale? J'imagine qu'on ne se réveille pas un matin en disant « je veux absolument faire une boîte de reconnaissance faciale ». Il y a toujours quelque chose. Exactement. Donc, la société a été fondée en 2012 par Loïc Le Cerf avec une idée, c'est tout simplement il y a de plus en plus de caméras partout. Ouais. On a des objets qui sont en train d'être connectés. Et la tendance, c'est évidemment d'aller vers des objets qui sont intelligents. Et pour qu'un objet devienne intelligent, il faut qu'il comprenne ce qui se passe autour de lui. Il y a des caméras et on lui rajoute tout simplement cette brique d'intelligence qui permet donc de comprendre ce qui se passe visuellement comme le ferait un être humain finalement. D'accord. Donc ça va dans toute cette lignée finalement qu'on le voit en train de monter de robots, éventuellement de robots dans la vie de tous les jours ou de services qui vous reconnaissent et qui personnalisent leurs prestations. Ouais, exactement, c'est ça. On pense tout de suite à une application évidente, la sécurité. Vous parlez de toutes ces caméras qui nous observent. C'est un des domaines dans lesquels elles sont assez présentes. C'est ça le premier usage pour vous, vos premiers clients? Alors c'est un des usages. Alors nous, quand on parle de sécurité, en ce qui concerne Smart Me Up, c'est avant tout dans le cadre familial, dans le cadre privé. Il y a d'autres
Voilà, d'autres challenges techniques sur l'utilisation à grande échelle pour la sécurité des États, par exemple. Mais c'est hyper adapté à tout ce qui est smart home, par exemple. Et ça ressemble à quoi alors dans le cadre privé? Donc c'est tout simplement, on entend de plus en plus parler de caméras connectées, une caméra Wi-Fi qui s'installe dans le salon ou dans une chambre, voire dans plusieurs pièces, qui permet de surveiller sa maison à distance. Voilà, grâce à la partie analyse de visage, on peut en plus savoir qui est dans la maison et dans quelle pièce. Vous nous avez apporté un petit film aussi qu'on va découvrir ensemble qui montre ce que vous faites. Je vous laisse nous le commenter. Vous étiez présent au CES de Las Vegas et on reconnaît là, il n'y a pas besoin de logiciel pour reconnaître qui c'est, Emmanuel Macron. Tout à fait. Donc Emmanuel Macron au CES nous a fait l'honneur de venir sur notre stand et de tester l'analyse de visage de Smart Me Up. Donc vous voyez en haut à gauche le genre, donc c'est bien un homme. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. Ouais. L'estimation de l'âge qui varie parce que c'est un calcul qui est fait en temps réel. Ouais, donc en réalité, il a 37 ans, donc on est assez proche de la réalité. Selon qu'il avance ou qu'il recule, il vieillit ou il rajeunit. Voilà, ça dépend vraiment de l'angle. Mais en réalité, c'est une problématique hyper complexe. Même nous, en tant qu'être humain, on ne saurait pas donner son âge exact. Ouais. Voilà. Et donc vous avez aussi toute la position du visage qui se calcule instantanément. Et puis sur la partie droite de l'écran, on peut regarder l'ouverture des yeux. Est-ce que tout simplement il est attentif ou est-ce qu'il s'endort? Est-ce qu'il cligne des yeux? Tout ça, on peut le savoir. Et le niveau de sourire aussi, ce qui est un bon moyen de connaître ses émotions. Et voilà, derrière, le type d'application, c'est on est dans un magasin, on sait si les gens sont contents d'être là ou au contraire. Ouais, on imagine des applications sans fin, en effet. Donc on a vu la sécurité à l'intérieur d'une maison, dans le magasin, vous nous parlez de cet exemple. Est-ce que le but ultime, c'est le moteur de recherche un peu à la Google, mais de la vidéo par exemple? Alors pas forcément. Nous, notre marché, si je prends vraiment du recul, c'est le smart home et le smart city, ce qui est déjà hyper vaste. Dans le smart home, on a parlé de caméras connectées, mais on a évoqué également tout ce qui était robots domestiques. Ça, pareil, il faut voir à moyen terme des robots domestiques dédiés à l'assistance aux personnes âgées, ce genre de choses. Reconnaître un visage, reconnaître les émotions, c'est quelque chose de capital. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'appareil d'électroménager pour personnaliser un service. Voilà. Et dans le Smart City, ça peut être aussi sur des véhicules qui ont tendance à être de plus en plus autonomes. On ne va pas arriver demain au véhicule autonome, mais ça se fait progressivement. Il faut absolument surveiller le conducteur, son niveau d'attention, et ça, on peut le faire également. Comment ça fonctionne? Comment ça marche en termes technologiques? Alors, c'est basé sur de l'intelligence artificielle, les nouvelles méthodes d'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning. Et donc, ça permet en fait de créer à partir d'informations, de créer ce système de détection et d'analyse. Donc ça multiplie, plus vous rentrez des informations dans la machine, c'est-à-dire des milliers, des millions de photos, plus ça enrichit la base. Exactement. Et la machine apprend finalement de cette base qui ne cesse de grossir. Donc ça, j'imagine, c'est des gros serveurs derrière? Alors c'est comme ça que vous vendez le service? En effet, pour construire la technologie, c'est basé sur le big data. Donc on utilise les informations qui sont disponibles pour construire ces modèles. En termes de serveurs, en réalité, ça dépend. On a deux manières d'utiliser notre technologie, soit embarquée dans un produit. Donc voilà, là, on utilise la capacité de calcul du produit, soit en mode SaaS, API. Donc là, on est en effet avec des serveurs déportés. Les appareils envoient leurs images et on leur renvoie l'information traitée. Bon, on a vu que ça pouvait reconnaître un ministre de l'économie. Est-ce que ça peut reconnaître un bon joueur de tennis? Alors, si on a une cartographie des bons joueurs de tennis et qu'en réalité, on s'aperçoit que y avait un profil visuellement, physique, voilà, exactement. Ouais. Visuellement, il y a un trait de caractère. C'est ça la clé. Il faut quand même avoir un historique. Oui, exactement. Et que le critère soit significativement différencié, en fait. David, ça vous ouvre des horizons? Vous dites il y a quelque chose à faire avec Babola ou je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant, toutes ces nouvelles technologies. On n'est pas très loin en plus, vous êtes à Grenoble, on est à Lyon. Pourquoi pas? Oui, c'est une région dynamique en termes de technologie et d'entrepreneurs. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Parce qu'on a vu donc 8 personnes, une société assez récente. J'imagine que vous êtes assez sollicité, c'est un gros enjeu, la reconnaissance faciale. Nous, on continue notre développement en ce moment. Donc, on travaille sur de nouvelles
une version améliorée de la technologie qui sera encore plus précise sur la détection, sur de l'identification notamment, donc qui permettra précisément de reconnaître des gens. Et ce qui est complexe sur une technologie comme ça, c'est que ce soit rapide et fiable. Donc nous, on a justement, on n'est pas obligé d'avoir un compromis entre les deux. On essaye justement d'être à la fois rapide pour pouvoir tourner sur n'importe quel type de processeur et fiable pour être précis, évidemment. Est-ce que c'est une technologie accessible? Est-ce que ça est cher? Comment est-ce que vous voyez, l'évolution de ce marché? Est-ce que ce sera peut-être une API à terme, accessible à beaucoup d'entreprises? Alors, ça fait partie des sujets de réflexion en cours, justement la mise en place de cette API. Mais c'est, de mon point de vue, une chose qui va forcément se démocratiser progressivement. La techno est disponible, les processeurs sont là, donc il suffit de mettre tout ensemble. Et vos premiers clients, donc on a vu donc dans la domotique, on pourrait dire, dans cet univers de la maison connectée, quels autres... Alors, donc on a notamment dans nos clients Photomaton, avec donc ça, c'est les cabines photographiques, en fait? Voilà, les cabines photo, ils utilisent la technologie de Smart Me Up pour détecter qu'une photo va être conforme en préfecture pour les passeports, voilà, avec le respect des normes internationales. Où on doit vérifier que les yeux sont bien ouverts, que la personne a le visage bien centré, que le visage fait la bonne taille sur la photo, ce genre de choses. Vous avez des concurrents, c'est un marché mondial très concurrentiel. C'est un marché qui est réellement mondial parce qu'on est vraiment sur du B2B purement technologique. Et ensuite, en France, on est globalement les leaders sur ce marché. Il y a quelques autres entreprises qui font des technologies similaires à l'étranger. Mais nous, notre avantage compétitif, c'est justement, comme je vous disais, à la fois la rapidité et la précision. David, un conseil pour cette jeune entreprise grenobloise, qu'est-ce que, en tant que champion de tennis, vous leur recommandez? Non, bon match. Et Mathieu, vous êtes joueur de tennis? Alors j'ai joué dans ma jeunesse un peu, mais qu'est-ce que ça vous inspire dans Raquette Connectée alors? En fait, il y a toujours le dilemme de savoir si est-ce qu'on est dans la fonctionnalité un peu futile ou est-ce que c'est un réel progrès. Et je pense que en réalité, toute innovation disruptive commence par quelque chose qui n'est pas forcément indispensable au tout début, et puis en fait ça va rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait une machine à vapeur pour se déplacer, le cheval allait toujours plus vite, et puis aujourd'hui on est plus souvent à cheval, on est plus souvent en voiture. Et ça c'est pareil, je pense que d'ici 20 ans, le prix d'une raquette connectée ou non, ce sera le même. Mais d'ici 20 ans, ce sera des robots à Roland-Garros. Non, il y aura toujours des choses qui seront faites manuellement et heureusement. Bon, parce que ça, c'est la prochaine étape, c'est d'inventer le bras qui va... Une raquette qui joue mieux, une raquette des informations sur sa raquette, sur l'état d'usure de sa raquette, sur l'état d'usure de sa corde. C'est peut-être les prochaines étapes. Vous nous avez expliqué que vous avez mis 10 ans à développer tout ça. J'imagine que vous cherchez les innovations pour dans 10 ans. Bien sûr. La suite, la suite, c'est des évolutions au niveau de l'application pour avoir d'autres données qui vont intéresser le joueur. Donc ça, c'est des points qu'on travaille avec nos ambassadeurs de la marque. Et puis après, comme je disais, on ne se met pas de barrière. C'est aussi de l'entreprise, ça, réfléchir sur la corde. Peut-être ça sera en tout cas différent. On est très attaché à la corde parce que c'est un peu le métier aussi. C'est l'ADN de l'entreprise. Voilà, tout à fait. L'historique, on en a dit un mot. Mais la question de Mathieu est intéressante. Est-ce que vous vivez ça comme une disruption, c'est-à-dire une vraie rupture, ou est-ce que c'est juste un prolongement, une évolution? Non, c'est une vraie innovation de rupture. On bouscule le marché. Et comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau des équipes, au niveau de nos points de vente, au niveau des clubs, des coachs, parce que c'est notre métier, ça, au quotidien. Oui, il y a toute une éducation, une formation à faire autour de ces nouveaux produits. Donc on est vraiment dans une innovation de rupture. On n'a pas tourné la page, là, on a ouvert un nouveau livre. Bon, très bien. Mathieu, j'espère que ça vous redonnera envie de jouer à l'occasion. Il faut que je teste, bien sûr. Voilà, merci messieurs, en tout cas, de nous avoir présenté vos entreprises respectives et puis vos innovations à un monde connecté qui, du coup, plus il y a de connexions, plus il y a d'opportunités. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci à vous.